Il est 7h13 et nous accueillons les experts d'Europe 1. Thomas Soto. Ils sont là les experts, Axel de Tarlet pour l'écho, Antonin André pour la politique, Alex Taylor pour l'Europe et Anne Le Gall qui innove. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, je regarde le dernier urgent de l'AFP et je constate que la bourse de Tokyo vient de clôturer sa séance en chute de 5,4% pour le Nikkei. La chute des marchés financiers s'accélère partout dans le monde. Est-ce que c'est grave, docteur ? C'est inquiétant parce qu'on savait que l'économie chinoise ralentissait. On apprend maintenant que l'économie américaine ralentit après les mauvais chiffres de l'emploi publiés vendredi. Donc quand vous avez le numéro 1 et le numéro 2 qui vont pas bien, du coup c'est mauvais pour le monde entier. D'ailleurs, la Commission de Bruxelles vient de réviser à la baisse les prévisions de croissance pour la France, de 1,5 à 1,3. Et preuve de cette inquiétude sourde, c'est que vous avez les banques qui sont massacrées en ce moment. BNP, moins 5%, Deutsche Bank en Allemagne, moins 10%, tout simplement parce qu'on craint des faillites retentissantes. Alors pas dans les subprimes cette fois, mais dans l'industrie pétrolière qui va très mal, et aussi dans les pays émergents où les banques ont beaucoup prêté. Alors face à cette inquiétude, quelle est la réaction des investisseurs ? Eh bien, ils procèdent à ce qu'on appelle la fuite vers la qualité. C'est quoi ça ? Voilà. C'est-à-dire qu'on fuit les placements risqués vers les placements non risqués. Et quels sont les placements non risqués sur cette planète ? Il y en a deux. Il y a l'or qui a bondi 10% en 3 semaines. À chaque fois, c'est la valeur refuge. Voilà, et il y a un autre placement qui est jugé non risqué. Ce sont les dettes des pays les plus sûrs du monde, des pays qui seront les derniers à s'écrouler. C'est quoi ? C'est les États-Unis, le Japon et l'Allemagne, et dans une moindre mesure la France. Ce sont les pays dont on est sûr qu'ils rembourseront. On se dit que ce seront les derniers à faire faillite. Donc dans tous ces pays, vous assistez à une baisse des taux d'intérêt, alors que tous les pays jugés risqués font très peur. Quels sont-ils, les pays risqués ? C'est le Portugal, c'est l'Espagne, c'est la Grèce, c'est les pays dits périphériques de l'Europe, et vous voyez où je veux en venir. On les a peut-être remis un peu trop vite. Exactement. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au réveil de la crise de l'euro ? Au Portugal, les taux sont repassés au-dessus de 10%. En Grèce, ils sont repassés au-dessus de 10%. La bourse d'Athènes hier a chuté à son plus bas niveau depuis 1990. Le Portugal, c'est plus de 3%. C'est oui, pas 10. plus de 3%. La Grèce, c'est plus de 10%. Voilà. Les banques grecques chutent de 30% à la bourse d'Athènes. Le tout sur fond de contestation contre le régime Tsipras dans les rues d'Athènes. Donc vous voyez, à un moment où l'Europe est déjà très mal menée politiquement, avec la crise des migrants, avec le démantèlement de Schengen, on n'a pas besoin en plus d'une crise monétaire avec une divergence des taux d'intérêt au sein de l'Europe. On va dire clignotant orange sur les marchés financiers. Axel de Tarlet, la politique avec ce remaniement, Antonin André. Là, cette fois, le moment approche. Départ programmé de Laurent Fabius pour le Conseil constitutionnel. Ça, vous nous le révéliez il y a des semaines déjà. Le feuilleton a mal démarré avec le refus de Nicolas Hulot d'entrer au gouvernement. Ça, vous nous le révéliez la semaine dernière. Bref, la tâche du président est compliquée. Un zozo, un cinglé, ce Nicolas Hulot. Voilà comment on le rhabille pour l'hiver dans les couloirs du palais. Alors, c'est sympathique. C'est pas tant pour avoir refusé le poste que pour avoir raconté à ses amis et donc au tout Paris la façon dont le président l'a reçu, lui a proposé monts et merveilles, pour finalement se faire claquer la porte au nez. Alors cet incident Hulot n'a rien d'anecdotique parce qu'il a fallu relancer le casting d'abord, mais surtout l'épisode a été tellement désastreux que depuis le président multiplie les fausses pistes, y compris avec ses visiteurs. Il ne partage aucune de ses certitudes. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le calendrier se précise. Le président veut laisser le vote sur la réforme constitutionnelle se dérouler, ce sera mercredi soir. Avant d'enclencher le remaniement, ce sera donc jeudi, si rien ne coince, ou lundi au plus tard. Voilà la fenêtre de tir. Donc entre jeudi et lundi, ça sera fait. Alors le président entretient le secret sur les noms, on le comprend Antonin, mais le remaniement est très attendu. Un sondage indique que 7 Français sur 10 souhaitent qu'il ait lieu. Il y a un enjeu fort pour François Hollande à un an de la présidentielle. Il y a un enjeu, mais il y en a quasiment plus qu'un seul désormais, c'est de ne pas perdre la main sur le dernier point fort aux yeux des Français qui lui reste, c'est l'international. Et sur ce dossier, le président est en défense en fait, puisque le départ de Laurent Fabius, c'est un coup dur, ça affaiblit le gouvernement. La COP21, les interventions militaires au Mali, en Irak, la crise en Ukraine, la crise en Grèce qui va peut-être repartir. Fabius, c'est la compétence et le président doit le remplacer par un joueur de son niveau, d'autant que les 6 mois qui viennent seront marqués par la crise des migrants, le Brexit, on en a parlé avec Axel. Alors Ségolène Royal est candidate ouvertement. Est-ce qu'elle a le bon profil ? Il y a un nom qui revient en ce moment aussi fortement pour le Quai d'Orsay, c'est Michel Sapin qui passe sa vie à Bruxelles, lui, à négocier avec les finances. Voilà, en tant que ministre des Finances. Il pourrait aussi très bien convenir au poste. Alors pour le reste, rien n'est fait parce qu'il y a un casse-tête pour François Hollande. Il n'a plus de carte. Emmanuel Cos, c'est son joker écologiste. Emmanuel Macron, son joker renouvellement. Il aimerait le relancer. Il faut rétablir la parité, confier un ministère régalien à une femme. Conclusion, le président ne cochera pas toutes les cases. Ce dernier remaniement du quinquennat aura bien lieu,
Mais l'Élysée a déjà fait le deuil d'un nouvel élan. Il faut au minimum combler les brèches pour que ça tienne encore un an. Mais attendez, moi je vais vous lire, on en parlait dans le kiosque tout à l'heure à 6h15, Le Parisien ce matin qui nous dit « Ah bah voilà, Martine Aubry se verrait bien au Quai d'Orsay ». Alors d'abord, à 2 jours d'un remaniement, vous allez entendre tout et son contraire. Info, intox. Il faut aussi savoir que quand on veut tuer la promotion d'un de ses petits camarades, on le fait fuiter dans la presse avant, c'est bien pratique. Donc c'est aussi peut-être un rival de Martine Aubry. Selon une source que j'ai eue ce matin, bien informée autour du président de la République, cette rumeur serait fausse. Donc ce serait plutôt intox qu'info. Ce serait plutôt intox. Mais encore une fois, vous savez, vous allez entendre tout et son contraire dans les 2 jours qui viennent. Un remaniement, ça peut changer jusqu'à la dernière seconde. Un coup de fil, une contrariété et le François Hollande est connu pour ça. Il écoute, il ne dit rien, il se garde une petite marge jusqu'à la fin. Bon, on va dire qu'à 7h18, et pas 7h19, mais à 7h18 sur Europe 1 ce matin, Martine Aubry n'est pas dans les petits papiers pour le Quai d'Orsay et ça va sans doute faire plaisir à Ségolène Royal, Antonin André. Alex Taylor, on va partir en Irlande. Il y a 2 semaines, tiens, vous aviez évoqué le retour de la fraction armée rouge en Allemagne. Cette fois, c'est l'IRA qui reviendrait en Irlande. C'est un peu étonnant. Oui, l'IRA, je vous rappelle, Irish Republican Army, l'armée républicaine irlandaise. Un petit rappel, vendredi dernier, un incident pour le moins bizarre dans un hôtel de Dublin. Un homme a été tué et plusieurs blessés lors de la pesée pour un match de boxe. 6 hommes, dont 3 déguisés en policiers et l'un en femme, ont ouvert le feu avant de s'enfuir. Une fraction dissidente de l'IRA donc a revendiqué la fusillade, en tout cas hier matin. Et c'est ça qui est très très étonnant parce qu'on pensait que l'IRA n'existait plus. Il existe toujours l'IRA ? Officiellement non. Alors je vous rappelle le mouvement terroriste ou militant, sans son point de vue, qui se battait pour que l'Irlande du Nord, largement protestante, rejoigne la République d'Irlande, a été très présente pendant ce qu'on appelait les troubles dans les années 70 et 80. Moi, j'ai grandi avec ça. Mais en 98, ils ont déposé les armes et signé l'accord de paix entre Dublin, dans le sud, Belfast, dans le nord, et Londres. Leurs membres ont même rejoint l'aile politique Sinn Féin, crédité d'ailleurs de 16% aux élections dans 2 semaines en Irlande. Mais il existe toujours plusieurs mouvements dissidents. IRA neuve, IRA véritable et IRA continuité. C'est celle-ci qui a d'abord revendiqué la fusillade. Regardez, c'est comme en Corse qu'il y avait le FLNC Canal Historique, c'est ça, il y a plusieurs branches. Oui. Mais enfin, c'est pas mort d'homme, ça rappellerait le sketch de Monty Python. Vous vous rappelez, dans la vie de Brian, les âpres disputes entre le front du peuple de Judée et le front judéen du peuple. Enfin bref, c'est un peu ça. Mais moi, je vois, comme toujours, vous allez me dire, mais je vois du Brexit là-dedans. Mine de rien, l'Europe. Et oui, l'Europe a étouffé les haines. Il y avait dans les années 70, c'est épouvantable. Terroristes partout, entre le nord et le sud. Tout est européen plutôt que nord et sud, catholique et protestant. Mais si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, arrachant avec elle tout de suite l'Irlande du Nord, alors là, tous ces mouvements dissidents, IRA ceci, IRA cela, ils iront se battre contre le voilà peut-être le début d'explication de ce qui est le retour. Il voit quand même un peu le Brexit partout, Alex Taylor. Je vois le Brexit on sent qu'il est obsédé par cette question. C'est le sujet qui le préoccupe et on sera fixé fin juin, a priori, un 23 juin semble-t-il. Pas toujours, ça dépend de ce qui se passe la semaine prochaine. Voilà. Ouais. On innove tout de suite avec Anne Le Gall. Et on s'intéresse ce matin à nos instruments de musique du futur qui normalement devraient sonner encore plus juste. Oui, parce que ça fait des siècles qu'on améliore les instruments de musique de façon empirique, en modifiant la forme, en rajoutant des trous. On compte pour ça sur le savoir-faire des luthiers et des musiciens. Mais ça, c'était avant l'ère numérique. Désormais, on peut concevoir d'emblée des instruments parfaits par ordinateur, en faisant mouliner des algorithmes sur le passage de l'air dans un tube, par exemple. Eh bien, un logiciel est capable de redessiner et d'améliorer un instrument avant existant. Et c'est comme ça que des chercheurs du laboratoire de mécanique et d'acoustique de Marseille ont mis au point une clarinette parfaite avec le concours du célèbre fabricant Buffet-Crampon. Une clarinette qui est plus simple à utiliser parce qu'elle a moins de trous, 18 au lieu de 24. Et cette clarinette produit évidemment autant de notes avec 18 trous. Voilà, donc ça c'est le son de la clarinette parfaite, la clarinette logique que vous entendez. Donc c'est un prototype pour l'instant parce que m'a bien précisé Philippe Guillemin, coordinateur du projet. Avant de commercialiser un nouvel instrument, il faut qu'il soit adopté par les musiciens. Mais parce que ça sert à quoi une clarinette avec moins de trous en même temps? Personne s'est jamais plaint de l'ancienne version. Là je regarde le courrier des lecteurs d'Europe 1. Christian Morin donc écrit. La clarinette, c'est le point de départ des recherches, mais désormais les chercheurs veulent imaginer d'autres instruments pour le futur. Par exemple, des instruments à vent
électronique dont on pourra modifier le volume et jouer silencieusement avec un casque. Ça se fait déjà pour le piano ou la batterie, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre au point pour des instruments à vent, puisqu'évidemment, ça dépend du souffle du musicien et du savoir-faire. Donc grâce à ces travaux, on pourra peut-être, dans moins de 10 ans, jouer de la trompette ou du saxophone en pleine nuit sans déranger les voisins, juste en mettant un casque. Ça, c'est le son Trompette d'Aïda, électronique. Bah, la meilleure trompette d'Europe 1, vous savez qui c'est ? C'est Antonin André dans les couloirs. Allez-y Antonin, allez-y. Coupez, faites la trompette. Et voilà. C'est quand même d'un autre niveau. Merci beaucoup. C'est mieux que Verdi, ça et c'est à sûr. demain les experts.